Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Enfin, les vents se lèvent, et oui, après le sacrifice d'Iphigénie, la flotte grecque peut quitter Aulis et prendre la direction de l'Asie mineure. Des centaines de navires traversent la mer Égée. À leur bord se trouvent donc les plus grands héros du monde grec. Achille, Ulysse, Ajax, Diomède, Nestor, Agamemnon, Ménélas. Une véritable concentration de gloire, de puissance et d'ambition. J'avais fait l'émission sur les passagers, enfin les grands chefs, les grands personnages. C'était les Avengers pour la conquête de la Toison d'Or. Là, c'est un peu le même principe. Pourtant, dès l'approche des côtes troyennes, un nouveau présage vient rappeler aux Grecs qu'aucune victoire ne sera facile. Le devin Calchas annonce que le premier homme qui va poser le pied sur le sol de Troie sera également le premier à mourir. Étonnant. Là, grand silence qui s'abat sur les navires, évidemment. Parce que pendant quelques instants, ça jette un peu un froid, si vous voulez. Plus personne ne semble se presser de débarquer. Non, vas-y, non, mais je n'en ferai rien. Puis un homme se porte volontaire, c'est Protesilas. Sans hésiter, lui, il saute sur la plage. Évidemment, quelques instants plus tard, il tombe sous les coups des défenseurs troyens. La prophétie s'est accomplie. La guerre commence, comme elle va continuer pendant 10 ans, par une mort. Et bientôt, par des milliers d'autres. Et quand les Grecs arrivent devant Troie, ils découvrent une cité qui, pour le coup, mérite sa réputation. Depuis des générations, son nom circule dans tout le bassin méditerranéen. Elle contrôle une position stratégique exceptionnelle. Elle surveille les routes commerciales reliant l'Europe et l'Asie. Sa richesse est proverbiale. Ses murailles paraissent imprenables. Ses habitants sont prospères. Ses alliés sont nombreux. Les Grecs ne font donc pas face à une petite cité isolée comme ça. Ils affrontent une véritable puissance régionale. Et surtout, faut pas croire, ils affrontent une ville qui est quand même préparée, parce que ça fait un moment qu'ils ont entendu parler de ça. La déesse renommée a déjà averti les Troyens de l'arrivée imminente de la flotte ennemie. Les remparts sont renforcés, les arsenaux sont remplis, les guerriers sont mobilisés. Les habitants savent que l'épreuve qui approche va décider du destin de leur cité. Au sommet de cette défense se trouve un homme, Hector, le fils aîné du roi Priam, le véritable protecteur de Troie. Pour beaucoup de lecteurs modernes, Achille est le héros de l'Iliade. Pour Homère, les choses sont plus complexes parce qu'Hector possède des qualités qu'Achille n'a pas. Il est courageux, mais il est aussi responsable. Il se bat pour défendre sa famille, sa femme, son fils, sa ville, son peuple, alors qu'Achille recherche avant tout la gloire personnelle. Hector combat lui par devoir. C'est ce qui explique l'immense respect que lui portent même ses ennemis. Les Grecs admirent sa bravoure, les Troyens l'adorent. Tous savent que tant qu'Hector restera debout, Troie pourra encore espérer survivre. Et les premiers affrontements, comme je vous disais, sont terribles. Les plaines traversées par les fleuves, Scamandre et Simoïs, deviennent un immense champ de carnage. Les corps s'accumulent, les chars se heurtent, les lances se brisent, le sang coule en abondance. Et pourtant, malgré leur puissance, les Grecs échouent. Ils ne parviennent pas à prendre la ville. Les jours deviennent des semaines des mois, les mois deviennent des années. La guerre s'enlise. C'est une réalité quand même qui est souvent oubliée. Quand on commence véritablement l'Iliade, 9 années de conflit se sont déjà écoulées. 9 années. 9 années de combat, 9 années de mort, 9 années de frustration, parce que c'est pas 9 ans sans qu'il se passe rien, chacun dans son coin. Ça n'arrête jamais. 9 années durant lesquelles aucune des deux armées n'a réussi à obtenir la victoire décisive. Sinon, ça serait fini, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que Troie possède un avantage fondamental. Vous l'avez compris, les murailles. Les Grecs dominent souvent les combats en terrain ouvert, mais ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour détruire les fortifications. Ils sont donc condamnés à un siège interminable. Ils n'ont pas les moyens qu'auront les Romains plus tard. La polyurcétique, l'art du combat de siège, ils savent pas construire des grandes tours, etc., etc.
Donc, ils sont condamnés à ce siège interminable. Les Troyens, eux, peuvent se réfugier derrière leurs murs dès qu'ils sont menacés. Donc c'est une guerre d'usure qui est en train de se dérouler. Et pendant cette longue période, les Grecs vivent dans un immense camp militaire installé sur le rivage. Et ils construisent des abris, des entrepôts, des fortifications. Leurs navires sont tirés sur la plage. Et peu à peu, une véritable ville de bois apparaît face à Troie. Mais nourrir une telle armée représente un défi colossal. Les vivres manquent régulièrement, les ressources s'épuisent. Les chefs grecs organisent donc de fréquentes expéditions dans les régions voisines, donc ils attaquent les cités alliées de Troie. Ils vont piller les campagnes, ils vont capturer du bétail, ils vont ramener des armes, des richesses, des prisonniers aussi. Cette réalité-là est essentielle. La guerre de Troie n'est pas seulement une succession de duels héroïques, c'est aussi une guerre économique, une guerre de ravitaillement, une guerre d'épuisement. Durant ces années, Achille se distingue plus que tous les autres. Le document, l'Iliade, le décrit comme un véritable fauve, un lion lancé au milieu des hommes, et partout où il passe, les défenses s'effondrent. Les guerriers réputés invincibles tombent sous ses coups, des villes entières sont détruites, des familles anéanties, même la famille d'Andromaque, l'épouse d'Hector, est décimée par lui. Son père est tué, ses frères sont massacrés, son monde disparaît totalement. Ainsi apparaît une autre facette d'Achille. Le héros admiré des poètes, c'est aussi une machine de guerre, une force de destruction presque incontrôlable. Et à mesure que les années passent, une étrange situation s'installe. Les deux camps développent une forme de respect mutuel. Les combats sont féroces, mais malgré tout, ils obéissent à des règles. Les trêves existent, les morts sont récupérés, les prisonniers parfois échangés. Et puis les héros se connaissent. Ils connaissent leurs qualités, les qualités de leurs adversaires. Dans certains cas, ils s'admirent même entre eux. Le meilleur exemple, c'est la relation entre Hector et plusieurs chefs grecs. Tous rêvent de le vaincre, mais tous reconnaissent sa grandeur. Donc cette guerre est aussi une guerre entre aristocrates qui partagent les mêmes valeurs. On n'est pas encore dans la guerre en dentelle, mais enfin, il y a du respect, il y a du courage, il y a de l'honneur, de la réputation, de la gloire. Mais derrière cette façade héroïque, l'usure quand même gagne les hommes. Chaque année apporte son lot de deuil, chaque victoire coûte cher, très cher, chaque succès est un succès provisoire. Aucun camp ne parvient à prendre l'avantage. Et pendant que les hommes s'épuisent sur terre, les dieux, eux, poursuivent leur propre querelle, parce que la guerre de Troie n'est jamais seulement, encore une fois, une affaire humaine. L'Olympe est divisé. Héra et Athéna soutiennent les Grecs parce qu'elles détestent Paris depuis le jugement de la pomme. Aphrodite protège naturellement les Troyens. Apollon les aide régulièrement. Arès intervient parfois. Poséidon favorise souvent les Grecs. Zeus lui-même surveille quand même constamment le conflit. Chaque bataille devient un lieu ou le reflet d'un affrontement plus vaste, si vous voulez. Les hommes croient décider, mais c'est les dieux qui les manipulent, tout simplement. Les héros pensent choisir leur destin, les immortels déplacent les pièces sur l'échiquier, en fait. À la fin de cette 9e année de guerre, une évidence s'impose pourtant, malgré tous les exploits, malgré les sacrifices, malgré les milliers et les milliers de morts, les Grecs n'ont toujours pas gagné. Et Troie est toujours debout. Hector est toujours vivant, et le pire est encore à venir, car la catastrophe qui va bouleverser l'équilibre du conflit ne viendra pas des Troyens. Elle va naître au cœur même du camp grec, d'une querelle, d'un affront et de la colère du plus grand guerrier de son temps, Achille.